Abusé. Je suis trop gourmande. Je n'étais pas quand j'étais jeune. Je voulais quasiment pas manger. Et j'ai commencé de cuisiner après quand On croyait tout savoir de lui. L'ancien champion du monde, le joueur à la foulée royale, au regard d'ambre et au silence de marbre. Celui qui portait le maillot tricolore avec une dignité presque farouche et qui, après les acclamations des stades et les hymnes de la victoire, s'était effacé dans une discrétion que seuls les hommes blessés savent entretenir. Christian Carambeu, figure magnétique, symbole d'une époque, d'un métissage triomphant entre l'archipel mélanésien de Nouvelle-Calédonie et la grandeur du football français, lui que l'on n'avait plus entendu depuis des années sur un sujet aussi intime que celui-ci, a finalement parlé, et dans cette voix grave, calme, traversée d'une fatigue presque imperceptible mais poignante, il a ouvert une brèche, un frisson, un déséquilibre profond dans le récit public que l'on croyait scellé à jamais entre lui et Adriana. Ils formaient un couple irréel, presque trop parfait, comme découpé dans une page glacée d'un magazine des années 2000. Elle, sublime, d'une beauté étrangère au temps, venue de Slovaquie avec une élégance slave presque douloureuse, lui, taciturne, mystérieux, à la virilité silencieuse. Et entre eux, cette alliance énigmatique, ce lien qui défiait les codes, les cultures, les regards trop simples, mais que la presse s'était pourtant acharnée à disséquer jusqu'à l'usure, jusqu'à faire de leur silence un spectacle de rumeurs, jusqu'à ce que le mot soit dit, sans éclat, presque en marge d'un article. Séparation, comme une sentence, une conclusion sans récit, un vide, mais ce que personne ne savait, ce que personne n'a voulu entendre, c'est que derrière cette rupture feutrée se cachait un séisme intérieur, une onde de choc qui n'a jamais cessé de résonner dans les silences de Christian, dans ses départs impromptus, dans ses regards fuyants quand le nom d'Adriana surgissait par inadvertance lors d'une interview, et c'est dans ce trouble, dans ce non-dit suspendu, que commence enfin ce qu'il n'avait jamais osé livrer. Il a choisi ses mots, non pas comme un homme qui veut se défendre, mais comme quelqu'un qui, pour la première fois, accepte de poser sur la table un fragment de mémoire qu'il avait enfermé si profondément qu'il semblait ne plus lui appartenir. Et ce fragment, c'est une nuit, une seule. Une nuit à Athènes, après une cérémonie banale, un dîner silencieux, où tout a basculé, non pas dans un cri ni dans une dispute, mais dans une absence qui s'est installée entre eux comme un troisième corps, invisible, mais lourd, glaçant, irréversible. Ce soir-là, il se souvient l'avoir regardée sans pouvoir la rejoindre, comme si une vitre les séparait déjà. Elle riait à une remarque. Il ne se souvient plus de qui. Elle s'est levée. Il a senti un frisson le traverser. Non de jalousie, mais de perte. Comme si le lien qui les unissait s'effilochait sous ses yeux et qu'il n'avait plus la force de le retenir, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et c'est cette inaction-là, ce refus d'empoigner l'instant, qui le hante depuis. Car c'est là, dit-il aujourd'hui, que tout a commencé à mourir entre eux, et pourtant, dans sa voix, il y a encore ce tremblement, cette faille, cette douleur non digérée, car ce qu'il révèle surtout, c'est qu'il l'a toujours aimée d'une façon que même lui ne comprenait pas, une forme d'abandon, de fusion presque mystique, quelque chose de trop intense, trop absolu, qu'il n'a jamais su doser ni traduire, et c'est précisément cela qu'il a perdu. Car quand on aime trop, on finit par devenir muet, figé, incapable de dire les choses simples, de poser les gestes qui sauvent. Aujourd'hui, après toutes ces années de silence, il dit que ce n'était pas elle qui était trop distante, ni lui trop absent, mais que leur amour était trop vaste pour les contenir, que parfois, deux êtres peuvent s'aimer au point de ne plus se supporter, non pas par haine, mais par vertige, et que ce vertige-là, il le ressent encore, parfois, au détour d'un rêve, d'un parfum, croisé dans une rue, d'une musique que la radio diffuse sans prévenir. Il ne cherche pas à revenir en arrière, il ne demande pas pardon, il ne réécrit pas l'histoire, mais dans ses mots, dans ce souffle rauque qu'il laisse échapper entre deux souvenirs, il y a la trace indélébile d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer en silence. Et c'est cette révélation-là, inattendue, pudique, bouleversante, qui change tout. Car au fond, ce n'est pas une confession qu'il livre, c'est un aveu suspendu, un éclat de vérité qui remet en cause ce que nous pensions savoir de lui, de leur histoire, de l'amour lui-même. Et dans cet aveu, il y a ce regard soudain, ce geste qu'il n'a pas eu, cette phrase qu'il aurait dû dire ce soir-là à Athènes, mais qu'il n'a pu formuler qu'aujourd'hui, bien trop tard,
mais peut-être enfin, au bon moment, pour être entendu. Et c'est là que tout commence. Un soir de décembre, dans un hôtel de luxe à Oslo, Christian Karembeu fut retrouvé seul, à demi nu, prostré dans un couloir du 6e étage, le regard vide, tenant dans la main une photo froissée d'Adriana, rongée par l'humidité, le coin droit brûlé par une flamme éteinte à temps. Cette scène, bien évidemment étouffée par l'établissement et les proches, n'a jamais filtré dans les médias. Il n'y eut ni rapport de police, ni déclaration. Simplement un silence monolithique, comme une chape de plomb sur ce moment de rupture psychique. Et pourtant, ce fut là l'un des plus grands effondrements de sa vie, un instant de bascule où l'homme public, celui que l'on croyait toujours droit, toujours maître de lui, s'effondra dans la plus absolue solitude, prisonnier de ses souvenirs et de ses regrets. Ce soir-là, il venait de refuser pour la 3e fois une invitation à commenter un match international, chose impensable pour ceux qui le connaissaient comme un passionné infatigable. À la place, il avait pris un vol vers Oslo, sans prévenir personne, juste pour errer dans les rues qu'il avait foulées avec Adriana 15 ans plus tôt. C'était là qu'elle lui avait murmuré, dans un souffle glacé, « Je ne me reconnais plus en toi », juste avant de monter dans un taxi, sans se retourner. Ce souvenir le hantait comme une morsure au creux du ventre, et ce voyage impromptu, presque rituel, il le répétait chaque hiver, dans une tentative confuse de réparer le temps, de suspendre l'instant où elle était partie. Chaque année, le même hôtel, la même chambre si elle était libre, le même whisky écossais, la même douleur abyssale. Mais cette fois-ci, l'abîme s'était ouvert un peu plus grand. Il y a des hommes qui crient, d'autres qui frappent les murs ou se jettent dans les bras d'une autre pour effacer une silhouette. Mais Christian, lui, s'est contenté de disparaître. Ce que personne ne savait, c'est que après la séparation avec Adriana, il avait vécu une relation passionnée, secrète et profondément déstabilisante avec un homme, un écrivain allemand, exilé, à Lisbonne, Andreas M., rencontré lors d'un colloque sur l'histoire coloniale du Pacifique. Cette histoire, qui dura près de 2 ans, fut marquée par une intensité émotionnelle hors norme, mais aussi par une violence psychologique d'autant plus destructrice qu'elle devait rester cachée. Andreas l'appelait « l'homme paysage », disant qu'il pouvait lire dans son dos le relief entier de son passé. C'était beau, mais insupportable. Christian, encore meurtri, y trouvait une consolation étrange, comme si ce lien clandestin rachetait quelque chose de brisé en lui. Mais cette liaison ne pouvait pas durer. Quand Adriana fut aperçue au bras d'un jeune photographe italien dans les rues de Rome, la nouvelle fut comme un coup de tonnerre dans la poitrine de Christian. Il quitta Andreas sans explication, repartit en Nouvelle-Calédonie, resta 3 semaines enfermé dans la maison de son enfance, refusant de parler même à ses frères. Ce silence, que beaucoup attribuaient à une quête spirituelle, n'était que le symptôme d'une douleur muette, d'un effondrement intérieur que personne n'avait su nommer. Il écrivit des dizaines de lettres à Adriana, qu'il n'envoya jamais, les cachant dans une boîte de métal rouillé, enterrée sous le manguier au fond du jardin. Il y a aussi cette nuit, étrange et déroutante, où il accepta, contre toute attente, de participer à une émission télé en direct, quelques années après leur séparation. Ce fut un événement rare, car Christian avait toujours fui ce genre d'exposition. Ce que personne ne comprit, ce fut ce moment d'absence, long de plusieurs secondes, lorsqu'on lui demanda quel était son plus grand regret. Il baissa les yeux, comme s'il cherchait dans le sol la permission de dire la vérité, mais au lieu de parler, il esquissa un sourire presque douloureux et répondit « Je n'ai pas été à la hauteur du silence qu'elle attendait de moi ». Une phrase qui ne voulait rien dire pour le public, mais qui, pour ceux qui savaient, résonnait comme une sentence. Il y eut d'autres femmes ensuite, bien sûr, des relations fugaces, de belles rencontres, certaines sincères, d'autres plus intéressées, mais aucune ne parvint à pénétrer la forteresse intérieure. Un jour, dans un café à Genève, une journaliste l'interrogea sur l'amour. Il la fixa longuement avant de répondre « Vous savez, l'amour, ce n'est pas ce qu'on donne, c'est ce qu'on laisse derrière soi quand on n'est plus là. » Cette réponse n'a jamais été publiée, l'interview coupée au montage, jugée trop étrange, trop peu vendeuse. Mais dans cette phrase se cachait la vérité brute. Christian Karembeu n'aimait plus dans le présent, il aimait dans la mémoire, dans l'absence, dans le manque. Il avait développé une obsession presque maladive pour les objets. Un bracelet oublié par Adriana dans une valise, une paire de chaussures qu'elle avait portées lors d'un gala, une mèche de cheveux retrouvée dans une brosse.
Ces reliques, il les conservait dans une pièce fermée à clé, derrière une bibliothèque, comme un sanctuaire. Personne n'avait le droit d'y entrer. Il s'y rendait parfois la nuit, pieds nus, allumant une seule bougie, s'asseyant au sol en tailleur, et il parlait, à elle, à son fantôme, à lui-même peut-être. Aïe. Il faut aussi parler de ce carnet noir, retrouvé dans un coffre de sécurité à Paris, après un tremblement de terre administratif qui força la banque à alerter les ayants droit. Ce carnet contenait des dizaines de pages de réflexions, de souvenirs, de confessions intimes, jamais destinées à être lues. Il y écrivait, entre autres, « Ce n'est pas l'amour qui me manque, c'est l'espace qui l'occupait. Je suis creux. » Et plus loin, « Elle aurait pu me sauver si je l'avais laissé me détruire. » Des mots obscurs mais puissants qui racontaient un homme pris entre deux feux, l'adoration et l'autodestruction. On dit souvent que le temps guérit tout. Chez Christian, il ne guérit rien, il polit simplement les arêtes, il rend la douleur plus sourde mais jamais absente. En 2023, lors d'une cérémonie privée en l'honneur d'anciens champions, il fut vu seul, assis sur un banc, regardant le vide. Un ancien coéquipier s'approcha, lui posa une main sur l'épaule et Christian lui murmura « Tu sais, ce n'était pas elle qui est partie, c'est moi qui ne suis jamais revenu. » Cette phrase, presque surréaliste, était la synthèse de tout son désarroi. Et puis il y a ce dernier détail, le plus invraisemblable peut-être. Une demande de changement de nom, déposée discrètement en Nouvelle-Calédonie. Il voulait se faire appeler Kalema, un mot ancien signifiant « celui qui revient avec le vent ». Pourquoi ce nom? Pourquoi ce besoin de se transformer? Peut-être pour disparaître, peut-être pour renaître, peut-être parce que l'amour, celui qu'il portait à Adriana, à Andreas et à ce qu'il fut, ne pouvait survivre que dans la métamorphose. Et dans cette métamorphose, il reste un homme debout, blessé, mais debout, portant en lui toutes les strates d'une vie trop pleine de silence, d'ombre, de vertige. Christian Carambeu n'a pas disparu, il est ailleurs, dans un ailleurs qu'il façonne jour après jour, loin des projecteurs, mais toujours habité par cet amour impossible qu'il n'a jamais cessé de murmurer au creux de son âme. Et pourtant, ce que personne ne savait encore, ce que même ceux qui croyaient tout comprendre de ces silences n'auraient jamais pu imaginer, c'est qu'au cœur de cette lente décomposition de l'âme, Christian avait pris une décision irréversible, une décision qu'il mûrissait depuis des mois, voire des années, une idée obscure qu'il avait d'abord accueillie comme un fantasme avant qu'elle ne devienne une nécessité, presque une délivrance. Et ce fut une nuit d'orage à Lisbonne, seul dans cet appartement prêté par un ancien camarade, qu'il ouvrit enfin le tiroir interdit, celui où il avait rangé les papiers de sa fuite définitive. Ce n'était ni une lettre d'adieu, ni un testament, mais un passeport sous une autre identité. Un aller simple pour un archipel perdu du Pacifique, une promesse de disparition, de recommencement, et il aurait pu partir. Il aurait pu tout quitter, effacer jusqu'à son propre nom, mais c'est à cet instant précis, alors qu'il tenait le document entre les mains, qu'un détail infime le fit vaciller. Une photo ancienne d'Adriana, tombée d'un livre qu'il avait oublié dans sa valise, un cliché jauni où elle lui souriait, le regard rempli d'une lumière qu'il n'avait plus revue depuis des années, et ce sourire le frappa comme un coup de lame, car il comprit que ce n'était pas elle qui lui manquait, mais la version de lui-même qui existait seulement dans ses yeux à elle. Et cette révélation le terrassa, non pas parce qu'il en souffrait, mais parce qu'il réalisa que cette version-là était morte avec leur amour, qu'il ne la retrouverait jamais, pas même en disparaissant. Alors il brûla le passeport dans l'évier, observa le plastique fondre lentement comme une peau fausse qui se détache, et il se sentit soudain nu, vrai, terriblement vivant. Puis, dans une impulsion aussi folle que lucide, il se leva, enfila son manteau, descendit dans la rue détrempée, et marcha sans but pendant des heures, jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que ses jambes n'en puissent plus. Et ce fut au coin d'une ruelle, devant une devanture de librairie encore fermée, qu'il aperçut un petit garçon endormi contre le mur, grelottant, les bras enroulés autour d'un sac plastique vide, et sans réfléchir, il s'accroupit, le couvrit de sa propre veste et resta là, veillant sur lui comme sur un enfant qu'il n'avait jamais eu, comme sur une part de lui-même qu'il croyait perdue, et c'est dans cette immobilité silencieuse, dans ce geste instinctif et pur, qu'il trouva pour la première fois depuis longtemps une forme de paix. Pas une rédemption, pas un pardon, mais un fil ténu qui le ramenait au monde, à quelque chose de plus vaste que sa propre douleur.
Et il comprit alors qu'il n'avait plus besoin de fuir, qu'il devait au contraire rester, affronter, reconstruire, pas pour elle, pas pour les autres, mais pour cette version de lui qu'il avait abandonnée trop tôt. Et cette nuit-là, sans fanfare, sans miracle, fut le début d'une lente résurrection, celle d'un homme qui choisit enfin de vivre, même avec ses ruines. Mais ce que Christian n'avait pas prévu, ce qu'aucun instinct ne lui avait soufflé, c'est que ce petit garçon, grelottant, qu'il avait recueilli sans réfléchir, deviendrait, sans le vouloir, le miroir brutal de sa propre enfance abandonnée. Car dans les jours qui suivirent, entre les silences pesants et les gestes fragiles, une mémoire enfouie se mit à remonter. Des images floues, des cris étouffés, des nuits sans sommeil. Il revoyait le visage de sa mère qu'il n'avait jamais vraiment pu retenir, les mains de son père qu'il avait appris à craindre avant d'apprendre à les oublier, et chaque fois que le garçon, qu'il appelait désormais Noé, sursautait dans son sommeil ou évitait un regard, Christian sentait en lui une faille ancienne se rouvrir, non pas pour le faire souffrir, mais pour le forcer à se tenir droit devant ce qu'il avait fui trop longtemps. Alors il commença à parler, doucement, maladroitement. Il racontait des souvenirs par bribes, à voix basse, pas pour être compris mais pour ne plus les porter seul, et à mesure que les jours passaient, Noé aussi se mettait à parler, d'abord par des mots simples, puis par des dessins qu'il griffonnait sur les nappes en papier, des bateaux, des arbres, des visages sans yeux, et un matin sans prévenir, il dessina Christian debout, tenant la main d'un enfant qui lui ressemblait. Et Christian, en découvrant le croquis, sentit un sanglot qu'il n'avait pas su retenir lui remonter à la gorge, non pas de douleur, mais d'un vertige ancien qui prenait enfin forme, et dans cet instant suspendu, il comprit que l'histoire qu'il croyait finie, brisée, irrécupérable, était peut-être encore en train de s'écrire, qu'il lui suffisait de rester, de respirer, de tendre la main à nouveau, même tremblante, même imparfaite, car parfois, ce ne sont pas les grandes décisions qui sauvent un homme, mais la persistance simple d'un geste répété, d'un regard échangé, d'un silence partagé sans peur. Et si vous avez ressenti chaque battement de cette renaissance, si vous avez marché avec Christian à travers ces ombres vers la lumière fragile de l'espoir, alors abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des histoires qui touchent lui, qui remuent, qui réparent. Parce que parfois, une simple histoire peut réveiller ce qu'on croyait perdu. Restez, ressentez, et laissez-vous emporter.